je suis toujours un peu gêné d'être médiateur parce que je pense que les médiateurs sont là en fait pour piquer la parole aux intervenants et leur dire qu'ils sont trop longs. Donc moi, je vais commencer par être très court. Donc je suis le cofondateur des éditions Tom Pouce et je peux expliquer pourquoi. C'est un peu une histoire familiale. Ma grand-mère, quand elle était nommée institutrice dans son village de l'Est en 1890, on disait de certains enfants qu'ils n'avaient pas la tête à l'école. Bon, donc ça, c'était le truc. Mais pour tenir les manches de la charrue, on n'avait pas besoin d'avoir le certificat d'études. Mon père, qui était enseignant, m'en a jamais parlé. Et moi-même, quand j'ai commencé à enseigner la linguistique, je me suis jamais préoccupé des 10. Vous savez, l'enseignement, c'est un peu le virus et le gène familial. Donc, je me suis jamais occupé des 10 parce que pour moi, c'était une affaire de médecins et d'orthophonistes. Et puis d'abord, aucun étudiant en 10 ans, j'ai enseigné 10 ans, m'a dit qu'il était 10. Donc, bon, je ne savais pas ce que c'était. Donc, c'est un peu donc par remords qu'il y a 20 ans, j'ai cofondé cette société en voulant apporter des livres pratiques pour les gens, enseignants, parents, intervenants, à qui avaient brusquement affaire à un cas de dyslexie, de dyspraxie et cetera et qui avaient un peu l'impression qu'une tuile leur tombait sur la tête et qui se demandaient qu'est-ce qu'ils allaient faire et comment ils allaient réagir. Bon, les choses ont quand même beaucoup évolué, notamment grâce aux auteurs et à celles qui sont là depuis 20 ans et je vais donc très rapidement leur passer la parole en vous disant que donc Michel Mazot va parler surtout de dyscalculie, Emmanuel Poimaes parlera de dyspraxie et c'est des boss, parlera, si vous voulez, des fonctions exécutives et notamment, leur influence sur les troubles de l'attention. Donc, voilà, ensuite, nous évidemment, nous répondrons avec, plaisir à vos questions. Bonjour à tous, je m'appelle Emmanuelle Plouamaes, je suis, psychologue clinicienne spécialisée en neuropsychologie et j'exerce, actuellement depuis plus d'un an, dans le centre de référence des troubles du langage et des apprentissages de l'hôpital Bicêtre après, 2 bonnes décennies à l'hôpital Robert Debré dans le service de neuropédiatrie. Donc, c'est une toute nouvelle expérience pour moi et j'ai eu la chance de, publier 3 ouvrages aux éditions Tom Pouce avec, le docteur, Dominique Gras, avec qui je travaille depuis de très nombreuses années. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du trouble développemental de la coordination et pour reprendre un petit peu, le cadre théorique, je vais commencer donc, par vous situer, ces troubles au sein des troubles du neurodéveloppement, qui sont donc dans le DSM-5, pour juste situer rapidement le cadre théorique. Donc dans ce DSM-5, il y a 6 catégories de troubles neurodéveloppementaux: les handicaps intellectuels, les troubles de la communication dans lesquels on retrouve le trouble du développement du langage oral ou dysphasie, le TDLO maintenant, les troubles du spectre autistique, les déficits de l'attention avec hyperactivité dont Jessica va vous parler. Et puis dans le trouble spécifique des apprentissages, il y a celui avec déficit de la lecture ou dysorthographie, mais dont nous ne parlerons pas aujourd'hui parce que, comme vous le savez, c'est un des plus connus. Le déficit de l'expression écrite ou dysorthographie et les déficits du calcul, les dysgraphies dont Michel Mazot va vous parler. Et puis moi, je vais m'intéresser davantage à l'aspect des troubles moteurs dans lequel on retrouve le trouble développemental de la coordination ou dyspraxie. On définit le geste comme un ensemble intentionnel de mouvements coordonnés dans le temps et dans l'espace en vue de réaliser une action finalisée. Et donc, c'est ce geste, cette action, donc l'enchaînement des gestes qui se définit non pas par les mouvements qui sont effectués, mais par l'intention de leur auteur, qui va en décider l'exécution, donc en fonction du but et de sa finalité, s'en représente les effets, et puis on contrôle la réalisation. C'est-à-dire que bouger le bras, c'est un mouvement et de flexion. Par contre, porter un objet à la bouche, c'est un geste intentionnel dirigé vers un but. Et donc, tout geste comporte deux composantes, deux dimensions principales, l'une motrice, qui ne sera pas l'objet de cette présentation, et l'autre cognitive, donc tous les aspects préparatoires de l'action. Donc, quelques petites diapositives très théoriques avant d'aborder les conséquences sur les apprentissages. Donc, le geste, vous voyez, le projet de ce geste, c'est la seule partie consciente. C'est-à-dire que c'est là où l'auteur décide de son action. Ensuite, tout ce qui concerne la planification, la gestion temporelle, puis la programmation motrice jusqu'à
la réalisation du geste, ce sont des plans locaux non conscients et qui vont permettre justement que nous aboutissions tous, nous ici, à des gestes qui sont réussis, habiles, efficaces, qui se produisent donc à l'issue de ces processus complexes, mais dont nous n'avons pas du tout conscience. Et cela ne va pas nécessiter de coûts cognitifs particuliers ni de connaissances explicites sur le monde, les objets environnants, etc. C'est-à-dire qu'on y pense et on fait le geste. Vous voyez, et ça, c'est la partie tout à fait magique et qui permet pour nous, qui n'avons pas de difficulté, d'effectuer tous ces gestes sans y dépenser énormément d'énergie. Mais évidemment, chacune, plusieurs ou toutes ces parties peuvent potentiellement être dysfonctionnantes et entraîner un trouble du développement de la coordination. Donc les TDC dyspraxie, puisque on considère que les deux termes sont très similaires, se manifestent par des troubles du geste qui vont affecter la réalisation de certaines activités. C'est donc un trouble spécifique de la programmation et de la réalisation des gestes complexes qui vont avoir des conséquences extrêmement sévères sur l'ensemble du développement de l'enfant puisqu'ils vont distordre dès ses toutes premières expériences sensorimotrices, ne serait-ce que pour attraper les objets. Vous voyez un tout petit enfant et avoir des conséquences sur sa vie sociale, sur sa vie quotidienne et évidemment sur son parcours scolaire. C'est vrai que contrairement à l'apprentissage de la lecture, hein, c'est vrai que là, l'enfant est en difficulté lorsqu'il lit. L'enfant qui est en difficulté dans le développement de ses gestes, il est en difficulté dans sa vie tout le temps. Dès le moment où il met un pied sur le sol jusqu'au moment où il s'endort le soir et ce qui en fait toute la difficulté. Donc c'est une prévalence d'environ 5-8. Actuellement, il y a un nombre plus important de garçons dans nos consultations, mais on peut penser que peut-être il y a aussi un biais de recrutement, parce que peut-être les petites filles consultent moins pour ce genre de troubles et qu'on pourrait peut-être s'attendre, progressivement au fait qu'il y ait davantage de consultations de jeunes filles. Donc en fait, malgré un enseignement explicite, un entraînement régulier, certaines praxis ne se construisent pas et le geste va rester malhabile, sous contrôle attentionnel, fatigant et il maintient l'enfant en double tâche. Donc, je vous donne des exemples de praxis, donc ces gestes culturellement acquis qui sont enseignés aux enfants par les adultes. Donc, vous voyez, je dis culturellement parce que, par exemple, saluer, ben nous, on va se faire la bise, on se serre la main, mais dans d'autres pays, on va joindre les mains et s'incliner profondément. Donc là, tout ça, ça s'apprend. On va manger avec des baguettes ou avec des couverts, on va s'habiller, enfin, vous voyez, je défie quiconque ne l'a pas appris, de mettre un turban rapidement, alors que nous, on sait faire un nœud de cravate. Enfin, vous voyez, vraiment, tous ces gestes sont appris et très marqués culturellement, se maquiller, et cetera. Écrire, bien sûr, conduire, c'est très fréquemment utilisé comme exemple dans le cadre des troubles du geste, jouer d'un instrument, apprendre à jouer de la guitare, ce n'est pas la même chose que jouer de la trompette, utiliser des outils pour le bricolage ou pour coudre, tisser, tricoter, et cetera. Ou alors, savoir construire une cabane ou jouer au puzzle. Vous voyez, les enfants peuvent aussi apprendre dans leur jeu différents types de praxis et tout cela évidemment est très marqué, par rapport à l'environnement de l'enfant. Et donc l'acquisition de ces praxis va constituer une économie d'énergie qui va permettre à l'enfant d'avoir de l'attention, des ressources cognitives pour faire d'autres activités de plus haut niveau. Donc, on se souvient tous, hein, quand on passait le permis, je pense, à quel point on était focus sur le fait de tourner le volant tout en changeant les vitesses et qu'à ce moment-là, il était impossible de parler en même temps. Et alors que maintenant, voilà, la conduite étant totalement automatisée, on peut avoir une discussion suivie avec son passager, comme manger tout en ayant une conversation. Le petit enfant qui apprend à manier ses couverts, il ne peut pas forcément en même temps vous raconter comment s'est passée sa journée. Et ça fait beaucoup de choses à faire en même temps. Et copier une leçon, évidemment, en écoutant, son enseignant, ça peut être très difficile. Donc l'enfant va acquérir progressivement des savoir-faire efficaces et automatiques qui vont lui libérer de l'énergie pour des tâches cognitives de plus haut niveau et c'est ce que représente, ce schéma où, tout simplement de façon extrêmement réduite, on explique que lorsque, en fin de cycle 2, un élève de CE2 a une écriture suffisamment automatisée, il va utiliser très peu de ressources comme on le voit à gauche en bleu pour, écrire et il va pouvoir avoir énormément de ressources cognitives disponibles pour la tâche de plus haut niveau, donc écouter son enseignante et faire attention à l'orthographe des mots qui lui sont dictés. Par contre, l'enfant qui présente un trouble du développement de la coordination, qui a une incidence sur son graphisme, va encore utiliser énormément de ressources attentionnelles et cognitives pour tracer ses lettres. C'est très laborieux et coûteux pour lui. Et donc, il lui reste très, très peu de ressources
pour faire attention à l'orthographe des mots. Donc on a le sentiment qu'il a des troubles de l'orthographe, mais ils peuvent être aussi très consécutifs à ce trouble du développement de la coordination, parce qu'il n'a juste pas assez de ressources à ce moment-là pour écrire les mots correctement. Donc on va essayer de réfléchir après aux aménagements qu'on peut proposer. Donc cette dysgraphie d'origine dyspraxique, hein, c'est-à-dire liée, consécutive à ce trouble du développement de la coordination, va entraîner un aspect sale et brouillon des cahiers, une grande lenteur, une grande fatigabilité, un défaut d'automatisation, bien sûr aussi de l'écriture, avec des écrits qui vont être inutilisables à l'enfant pour tout simplement apprendre ses leçons et restituer ses connaissances. Donc ça crée aussi progressivement un décalage par rapport aux autres élèves, une fatigue anormale, un épuisement et parfois même des troubles de l'attention secondaires qui ne sont pas à confondre avec un TDAH tel que Jessica vous en parlera tout à l'heure. Et donc progressivement, cet enfant peut être en échec global dans sa scolarité du fait de ces troubles de la coordination. Je vous ai mis, quelques petits exemples, hein, d'écriture, qui peuvent alerter, notamment au niveau du primaire, hein. On voit bien que le graphisme reste très, très laborieux avec des ratures. En dessous aussi, en mathématiques, on voit bien que l'enfant à gauche a été aidé par son enseignante parce que lui, les carreaux CIS, ces 2 différences de bleu, il ne les perçoit pas ou mal et donc ça ne l'aide pas du tout pour poser son addition et la maîtresse lui a refait des traits rouges pour, qu'il ne soit pas, en échec en ayant, décalé les chiffres. Et puis ce tableau de conversion qui est quand même, assez collector que j'ai trouvé dans un cahier d'un patient et où on se doute bien qu'une fois qu'il a fini son tableau, il ne peut pas faire l'exercice de conversion. Vous voyez, ça n'a aucun sens pour lui. Il a déjà dépensé toute son énergie pour un résultat, très peu efficace. Ou alors plus tard, vous voyez, on voit bien que Dylan peut avoir de grandes difficultés à représenter en 2D une construction en 3D, ou à savoir exactement à quel endroit, placer le centre de son cercle pour qu'il respecte 3 centimètres et bim, ça tombe sur, les écritures en dessous. Ou, Nathan, qui manifestement est fâché avec sa règle, mais ça donne évidemment, des supports qui sont, très peu, utilisables. Et vous voyez même en quatrième, ces écrits de Joris qui sont très parcellaires et notamment la carte de géographie où on se doute bien que s'il apprend à partir de cela, il va avoir une très mauvaise note parce qu'il y a très, très peu d'informations sur sa carte. Ou Marc, en mathématiques, qui a beaucoup de mal à s'organiser sur sa feuille et également à tracer ses traits, à la règle. Donc comme je vous le disais, hein, ça impacte l'entièreté de la vie de l'enfant, le trouble développemental de la coordination. Certains vont avoir une atteinte motrice, mais pas tous. Donc, vous voyez, le médecin qui voit l'enfant va beaucoup interroger sur la qualité de la marche, de la course, les chutes, etc. Sur la motricité fine, alors là, il y a très, très fréquemment des difficultés, notamment pour faire les lacets, boutonner, etc. Et puis également en dessin et en graphisme. Certains, et on va le voir après, ont une dimension aussi de troubles visio-spatiaux associés, donc pour se repérer dans l'espace, pour effectuer tout ce qui est jeu de puzzle, etc. Il y a des enfants qui n'ont aucune appétence pour cela et ça peut interroger dès tout petits. Il y en a certains qui ont aussi des troubles bucco-faciaux, donc ce qui peut aller même jusqu'à une dyspraxie verbale avec des troubles de la prononciation qui sont liés aux gestes de la parole et cela entraîne maladresse, lenteur, énorme fatigabilité qui sont très souvent associés à ces troubles. Donc ça impacte le développement dans sa totalité. Toutes les autres fonctions peuvent être impactées et également les grandes fonctions comme le sommeil, la propreté, l'alimentation et également avoir évidemment une incidence sur l'humeur de cet enfant, sur son comportement et bien sûr sur l'estime de soi très, très précocement. Donc vous voyez, ça va impacter sa vie familiale, hein. C'est vrai que l'enfant qui à table systématiquement fait tomber son verre, en met partout autour de son assiette, ben, il va être plus facilement grondé que sa fratrie, même si les parents sont pleins de bonne volonté. Son parcours scolaire, on va en reparler. Sa vie sociale, hein, c'est vrai qu'à la piscine, par exemple, bah, il faut rapidement pouvoir, se rhabiller tout seul, c'est pas toujours évident pour ces enfants-là, c'est même très difficile et donc on est toujours le dernier à sortir du vestiaire, ce qui peut être aussi, l'objet de moqueries et puis dans les loisirs, hein, c'est vrai, l'enfant peut adorer le foot, en faire très bien, puis quand arrivent les compétitions, ben, il est malheureusement laissé sur le banc de touche parce qu'il faut aussi que les matchs, donnent des résultats, vous voyez? Donc c'est vraiment, un impact qui peut être, très, très délétère. Donc comment est-ce qu'on arrive au diagnostic? C'est vraiment un diagnostic, qui est nécessaire avec une synthèse, très complète, mais fait par un médecin spécialiste. Donc ce qui est très important, c'est
d'avoir la parole des parents hein, au cours de l'entretien d'anamnèse, tout ce qu'ils vont apporter sur le développement de leur enfant, mais également l'école. Nous, on demande systématiquement de voir les cahiers, si possible un écrit de l'enseignant ou des enseignants. Les évaluations, les bulletins scolaires sont extrêmement précieux. Et puis également, l'enfant va faire un bilan neuropsychologique. La plupart du temps, il commence par un WISC 5, enfin, vous savez, la fameuse épreuve qui permet d'évaluer, l'efficience intellectuelle de l'enfant, mais ça permet, surtout, c'est la base de tout bilan neuropsychologique pour situer les performances de l'enfant et on retrouve souvent un profil très caractéristique avec des enfants qui ont de bonnes capacités verbales, voire de très bonnes capacités verbales et par ailleurs des difficultés importantes, notamment au niveau du graphisme. Vous voyez vraiment, un profil très particulier et symptomatique de ce trouble. Il y a des bilans complémentaires qui peuvent être proposés en ergothérapie, en psychomotricité et c'est vraiment la synthèse de tous ces éléments-là, fait par un médecin qui connaît bien le développement de l'enfant et ce trouble, qui va permettre de mettre un nom sur un trouble, mais également de donner des explications aux parents qui sont souvent très demandeurs et à l'enfant lui-même qui, enfin peut-être comprend mieux, pourquoi il a tant de difficultés. Ça va apporter aussi peut-être un ajustement parental en donnant des petits éléments de guidance et puis ça permet d'établir, on va dire, un plan de bataille pour savoir ce qu'on peut proposer, à cet enfant en termes de prise en charge, de scolarité, d'aménagement pédagogique, et cetera. Donc, très brièvement, j'ai eu la chance de participer à une étude qui a été faite à l'hôpital Robert Debré, parce que nous avons vu pendant, plus d'une dizaine d'années avec le docteur de Mitigra des enfants dyspraxiques et donc on a pu, sur 164 enfants, qui ont passé un bilan neuropsychologique, très complet et avec les données cliniques, mettre en évidence, par des analyses, statistiques, très poussées. Comme vous voyez, hein, c'est vraiment un travail d'équipe, on n'était pas seuls. Mettre en évidence 2 types de dyspraxie principales, c'est-à-dire celle qui, est à gauche avec des troubles gestuels purs, telle qu'elle est définie dans le DSM-5 et petite cerise sur le gâteau, ont pu être mis en évidence le fait que certains enfants vont privilégier la précision sur la vitesse et d'autres la vitesse sur la précision, ce qu'on ne s'attendait pas à voir statistiquement. Et puis, un deuxième type de dyspraxie qui comporte toujours des troubles gestuels, hein, puisque c'est la définition même du trouble développemental de la coordination, mais auquel se surajoutent des troubles visuospatiaux et qui, peut être appelée une dyspraxie mixte, donc gestuelle et visuospatiale avec, vous voyez là aussi 2 groupes, bon je ne rentre pas dans les détails, mais c'est cette dyspraxie, mixte, appelée dyspraxie visuospatiale que, le docteur Michel Mazot avait déjà mis en évidence, il y a de nombreuses années, sur une population d'enfants IMC. Donc voilà, c'était assez, formidable de pouvoir se dire que, ben, on la retrouve aussi chez nos enfants qui présentent des troubles neurodéveloppementaux. Donc, pour en arriver aux aspects plus, concrets, je vous propose ce petit questionnaire qui est accessible sur internet, téléchargeable très facilement, qui s'appelle le DCDQ, en version française. Vous voyez, il y a très peu de questions et donc, si en tant qu'enseignant, vous vous posez des questions, ça peut être tout à fait possible d'en parler peut-être à la psychologue scolaire, au médecin scolaire qui reçoit les parents, qui vont proposer cet outil, vous voyez, qui peut être rempli très simplement et qui, sans poser évidemment de diagnostic, va dire qu'il y a une forte probabilité de TDC, vous voyez? Et donc ça peut permettre d'enclencher le dialogue avec la famille, peut-être de les amener à consulter ensuite des spécialistes pour aller vers un diagnostic. Donc, voilà, je l'indique, il est intéressant ce petit questionnaire et vraiment si vous tapez DCDQ-FE, vous tombez dessus. Donc maintenant, je vais aborder les aspects plutôt aménagement, pédagogique. J'ai évidemment, pris que certains éléments, des ouvrages qu'on a écrits parce qu'évidemment, en aussi peu de temps, c'est difficile de parler de tous les aménagements possibles et j'ai fait un grand saut au-dessus de la maternelle. Mais néanmoins, je tenais à dire que pour ces enfants, la maternelle, c'est déjà une épreuve. Parce que la maternelle, elle demande beaucoup aux enfants de dessiner, de coller des gommettes, de colorier et de l'enfant qui présente une dyspraxie, il va être très, très tôt en échec. C'est-à-dire qu'il comprend tout ce que dit la maîtresse et puis quand il faut passer à la réalisation, eh bien, il voit bien que ce qu'il fait est très différent de ce qu'arrive à faire son copain à côté et dès ces moments-là, les enfants commencent à développer un manque d'estime de soi. Donc vous voyez, c'est vrai que c'est des enfants qui peuvent être en souffrance scolaire depuis, leur plus jeune âge et souvent ils ont tout à fait conscience du fait de leur très bonne capacité, raisonnementale qui sont préservées, de la différence avec, leur père.
Donc moi, je vais reprendre plutôt à partir de l'apprentissage de la lecture en CP, CE1. C'est vrai qu'on va plutôt, favoriser, un apprentissage par le canal qui est le plus, performant pour ces enfants, donc le canal, auditivo-verbal, en favorisant l'épellation orale de mots courts, fréquents, pour, en apprendre l'orthographe et réciproquement de les aider à la reconnaissance de ce type de mots, mais épelés par l'adulte. Vous voyez? En évitant le passage par l'écrit, de travailler enfin oui, comme je vous le disais, éviter de passer par l'écrit, notamment en écrivant plusieurs fois le même mot, vous savez, pour, enregistrer l'orthographe. Pour la plupart des élèves, ça peut être très aidant, mais pour ces enfants-là, ça ne l'est pas du tout puisque l'écriture est très coûteuse, donc ils peuvent écrire 2 fois le mot correctement et puis la troisième fois et ils ne savent plus comment faire le R et ils pensent plus à la lettre d'après et apparaissent des fautes. Vous voyez? Donc vraiment éviter de leur faire copier des mots pour les apprendre. Il est aussi très important que les supports soient très lisibles et ne pas hésiter à espacer à la fois les mots, mais à la fois aussi les interlignes et à utiliser, des polices de caractères, j'en ai nommé 3, mais qui sont connues pour être plus lisibles que d'autres. De proposer éventuellement une règle de lecture ou alors un cache qu'on peut fabriquer tout simplement où n'apparaît que la ligne à lire pour éviter, les troubles aussi au niveau des yeux. Bon, je n'en parle pas là, mais où, l'enfant va sauter, facilement, des lignes ou alors surligner tout simplement avec un stabilo de couleur claire, une ligne sur 2 pour aider l'enfant à ne pas sauter de ligne. Ça peut être, pour l'apprentissage de l'écriture, d'utiliser des lignages, beaucoup plus adaptés et il en existe de nombreux. Vous savez, on part de la ligne de terre, jusqu'à la ligne de ciel et cetera, mais c'est plus gros, plus élargi et ça aide beaucoup ces enfants. On peut aussi leur proposer de choisir quelles lettres sont les plus faciles à réaliser pour eux. Vous voyez, par exemple, ils peuvent choisir de faire le H en écriture script et le A en écriture cursive, parce que là, dans l'autre écriture est plus complexe. Vous voyez, donc ça, c'est très important de leur proposer ce choix qui va les aider beaucoup dans leurs tâches d'écriture. Évidemment, limiter les tâches d'écriture aux seuls exercices de calligraphie et pour apprendre, restituer, des connaissances, plutôt soulager l'enfant de la tâche graphique en écrivant par exemple à sa place. Puisqu'en effet, le geste graphomoteur pour ces enfants-là n'est pas un outil d'apprentissage aidant, bien au contraire, il peut être très limitant. Donc on peut aussi demander, soit à un camarade à tour de rôle, soit à l'AESH, soit à l'enseignant, d'assurer cette tâche, et puis aussi de s'assurer que les devoirs en fin de journée sont bien notés. Parce que souvent ces enfants-là, à la fin de la journée, ils n'en peuvent plus, ils ont tellement donné. C'est très important de veiller à ce qu'ils aient bien toutes les informations. Donc toujours éviter le travail, de copie, qui, pour l'enfant n'est pas du tout aidant pour ancrer ses connaissances. Peut-être lui conseiller de répondre directement à une question. Vous savez, c'est vrai que c'est important, hein, l'enfant apprend à lire un texte et on lui demande qui est le héros de l'histoire, qu'il fasse bien une phrase-réponse avec «Le héros de l'histoire est», mais notre petit élève, qui présente une dyspraxie, bah, le temps qu'il écrive «le héros», enfin, vous voyez, les autres sont passés à la question d'après. Donc lui, peut-être lui demander de juste dire qui est le héros de l'histoire. Comme ça, il montre là qu'il a compris et éventuellement qu'il fasse la phrase-réponse à l'oral. Vous voyez, c'est des petites choses, mais en tout cas, ça permet de simplifier sa vie d'écolier, de tenir compte de sa lenteur gestuelle, en supprimant par exemple certains exercices ou en donnant du temps supplémentaire c'est possible en fonction, des circonstances. Tenir compte bien sûr de ces difficultés de manipulation des outils scolaires. Donc certaines tâches moins importantes comme coller les feuilles, ranger dans le porte-vue peuvent être confiées à un adulte ou à un camarade qui est en binôme avec lui et que l'élève peut à son tour aider dans d'autres domaines où il serait peut-être moins à l'aise, par exemple, le langage, vous voyez? Donc ça peut permettre de mettre 2 élèves ensemble mais ou qui s'entraident. Et puis en cas de sanction, éviter tout ce qui est, travaux d'écriture, hein, où il ne faut pas recopier la même phrase parce que pour ces enfants-là, ça a un coût, tel que ce n'est pas du tout, intéressant pour eux. Donc au niveau de l'apprentissage du fait de compter, toujours dans les classes de CP et CE1, on préconise d'éviter le comptage sur les doigts parce qu'en fait, ces enfants, vont, facilement sauter un doigt ou compter, un doigt surnuméraire donc ils ne vont pas réussir à construire cette invariance du nombre qui est si importante lorsqu'ils sont petits. Donc on va plutôt, préconiser lorsqu'ils comptent une collection, par exemple, de prendre l'objet et de le mettre dans une boîte ou de faire pointer par un tiers ou de barrer les objets, qui sont comptés. Vous voyez? Comme ça, on est sûr qu'ils ne comptent pas 2 fois ou qu'ils n'en oublient pas.
et également, éviter tout ce qui est manipulation de petits objets et tout ce qui est représentation, figurative qui peuvent être très difficiles pour eux. Et ce qui est très aidant par contre, c'est l'utilisation d'un codage pour les centaines, les dizaines, les unités, pour tout ce qui est, création de gabarits, vous savez, pour les opérations. Bon, je pense que vous êtes tous, au courant de ces outils. Je sais que, le cartable fantastique, vous a été présenté ici, qui a été créé par, le docteur Caroline Huron. Voilà, je ne peux que vous encourager à consulter, ce site parce que c'est vrai qu'il apporte énormément de matériel facile à télécharger et qui peut être extrêmement aidant pour ces enfants. Donc, c'est également important de favoriser la mémorisation des faits numériques, tout ce qui est table, complément à 10 et puis ensuite les tables de multiplication, et proposer beaucoup d'exercices à l'oral. On compte 2, 2 en 2, 2, 5 en 5, de 10 en 10, vous voyez, pour ces enfants-là, et surtout d'être vigilant aussi au support. C'est vrai que les cahiers de mathématiques, même de français, sont maintenant extrêmement ludiques, hein. Il y a plein de dessins, plein d'informations, mais pour ces enfants-là, ça peut être beaucoup trop et notamment lorsqu'ils ont des troubles isospatiaux. Donc ne pas hésiter tout simplement à mettre des feuilles blanches qu'on pose pour isoler l'exercice qui est à faire. C'est tout simple, mais ça permet à l'enfant de ne pas se perdre dès qu'il lève la tête. Il n'arrive plus à retrouver là où il en était, où il faut mettre l'exercice parce que c'est un petit rond parmi tant d'autres pour lui. Donc ça peut être aussi lui permettre de manipuler les chiffres en volume, vous voyez, comme des lettres, au début de l'apprentissage, varier les supports, faire des jeux de dominos, par exemple, et puis beaucoup travailler sur la compréhension du langage mathématique. C'est vrai que pour un enfant qui a des troubles visuospatiaux, un plus, ça peut être très, très similaire à un multiplié. Vous voyez, c'est juste un peu incliné sur le côté et donc l'important, c'est vraiment de lui écrire, que c'est ajouter ou faire une addition pour ne pas qu'il se trompe d'opération ou tout simplement où les signes inférieurs et supérieurs, pour lui, peuvent être identiques ou inversés. Donc, vous voyez, plutôt que de lui mettre le signe inférieur ou supérieur, écrire plus grand que, plus petit que, ça permet qu'il fasse l'exercice et qu'il ne soit pas totalement dérouté et qu'il se demande ce qu'il peut faire de ces signes. Donc lorsque l'enfant est un peu plus grand, on va dire à partir de la fin du cycle 2, lorsque, il a eu, du fait de son trouble développemental de la coordination, il a une dyslexie visio-attentionnelle, vous voyez, qui touche plutôt la voie d'adressage, hein. Il n'a pas eu de trouble phonologique au moment de l'apprentissage de la lecture, mais ça va impacter plutôt la constitution du lexique orthographique. Vraiment toujours veiller à la clarté des supports, qu'ils soient suffisamment aérés avec des interlignes et des couleurs adaptées. Et toujours poursuivre l'utilisation de la réglette ou le suivi avec le doigt que tous les autres ont abandonné, mais qui pour cet enfant-là peut être encore essentiel. Lui proposer aussi des livres audio, pour qu'il continue à avoir le plaisir d'écouter une histoire, de comprendre l'histoire, de la raconter ensuite et puis que ça permette d'enrichir son vocabulaire, sa culture et ses représentations mentales. Alors que s'il lit, ça peut être extrêmement coûteux pour lui. Donc, vous voyez, en tout cas, varier les supports et y penser. Toujours épeler les mots plutôt que de les écrire et puis éviter, ce qui se fait parfois, hein, même d'ailleurs, au moment du brevet, les dictées à choix de mots. Parce que pour les enfants qui ont une dyspraxie, c'est très difficile de voir les différences entre les mots. Donc il vaut mieux qu'il ait enregistré l'orthographe et qu'il puisse l'épeler et le jour où il a un outil efficient à sa disposition, évidemment j'évoque l'ordinateur, l'orthographe, elle est bien dans son lexique orthographique et il peut, écrire correctement le mot sur ce support. Donc ça peut être aussi apprendre par cœur des listes de mots qui partagent des similarités. L'important, ça peut être aussi de faire lire par l'adulte ou un binôme les consignes, les textes. Et puis là, il y a les orthophonistes du service dans lequel je travaille depuis peu qui proposent une lecture accompagnée. Alors, ce n'est pas nouveau comme concept, hein, c'est déjà quelque chose qui avait été développé, mais qu'elles ont un petit peu remis au goût du jour, modernisé sous forme de BD. Là, je n'ai montré qu'une capsule parce que voilà, c'était difficile de montrer l'entièreté du document. Mais en tout cas, elle préconise de lire au même rythme que l'enfant avec l'adulte qui suit avec son doigt et tous les 2, voilà, et ça permet d'éviter que l'enfant bute et de rester dans le plaisir de la lecture. Et puis au bout de la page, on peut lui poser des questions et puis quand on voit que le mot, c'est la 3e fois qu'il apparaît, là, laisser une petite seconde pour que l'enfant le dise lui-même. Enfin, vous voyez? En tout cas, maintenir le plaisir, de lire.
Et évidemment, toujours utiliser le fameux ruban du cartable fantastique qui propose aussi de nombreux outils, comme vous le savez sans doute, pour la lecture, avec le fait qu'on peut encadrer certains mots, les mettre en couleur lorsqu'ils sont toujours les mêmes, etc. Ou mettre certaines lignes, enfin toujours le même rythme, vous savez, la ligne en vert, la ligne en bleu, la ligne en rouge, et donc pour éviter que l'enfant ne saute des lignes. Donc, je vous le recommande très fortement également. Lorsque l'enfant a un trouble du graphisme avéré, et c'est souvent à partir de cette classe-là qu'on en parle, toujours évidemment privilégier l'oral pour l'apprentissage et la restitution des connaissances via son enseignant si c'est possible, ou l'AESH qui lui a été accordé entre-temps, et évidemment via le parent le soir, hein. Souvent l'enfant il n'en peut plus, il a fait tellement d'efforts toute la journée que ça peut être très important que le parent, enfin d'accepter que le parent écrive sous sa dictée. Vous voyez, par exemple, ça peut être très très aidant pour lui. Le fait que toujours qu'il ne recopie pas les énoncés, mais qu'il puisse directement écrire la réponse ou la dicter à une tierce personne. Supprimer toujours certains exercices. Faire preuve d'indulgence pour la présentation, hein. C'est vrai que ces enfants, souvent manquent de précision pour la géométrie, les schémas, les tableaux, et cetera. Donc tout simplement, on peut leur proposer, par exemple, pour la poésie, de coller une image plutôt que de faire un dessin. Donc ils font ce travail de recherche, d'illustration, mais ils ne sont pas dans l'échec de produire un dessin qui est très éloigné de ce qu'ils auraient aimé reproduire. Adapter les dictées, donc des dictées à trous, des dictées à l'adulte, toujours pas de dictées par choix de mots, et ne pas tenir compte de l'orthographe dans les autres matières, en se disant: «Quand on est en dictée, on s'attache à l'orthographe, quand on est en histoire, c'est pas grave s'il y a des fautes». Vous voyez, vraiment, on est dans un autre contenu. Toujours limiter les épreuves de copie pour ces enfants. Donc vous voyez, par exemple, en situation scolaire, on peut imaginer que si c'est le moment de copier la poésie, bah, tous copient, mais l'enfant qui a une dyspraxie, il va aller à son rythme pour privilégier la qualité de son graphisme, dont il aura quand même besoin toute sa vie. Et par exemple, s'il n'est arrivé qu'à la fin de la première strophe, quand tous les autres ont fini, ben, on lui colle le reste du texte. Voilà, il y a pas de souci, il a fait son effort, il est évalué sur la qualité de son graphisme sur une seule strophe, mais ensuite on lui demande pas de le refaire à la maison, vous voyez? Et ça permet qu'il ait la poésie. Et puis, privilégier tout ce qui est complétion de phrases ou de textes. Évidemment, lui fournir toujours en photocopie ou même sur clé USB lorsqu'il il a un support informatique, des supports de qualité, et peu chargés visuellement si possible, pour apprendre ses leçons complètes. Limiter le maniement de la règle, hein, on l'a vu tout à l'heure, c'est très compliqué pour ces enfants, souvent parce que la règle à un moment leur échappe des mains et donc le trait part très loin. Donc ça peut être plutôt de surligner, qu'il ait tout son attirail de stabilo qu'il peut utiliser pour, surligner plutôt que de souligner ou d'encadrer, ce qui est beaucoup plus, coûteux. Et en rédaction, évidemment, ne pas tenir compte si possible du graphisme ou proposer à l'enfant d'enregistrer, par exemple, sa rédaction sur un support audio. Donc l'idée, c'est vraiment de contourner lorsque la tâche est trop coûteuse pour l'enfant et peu rentable, et l'idée, c'est vraiment d'atteindre le même but, mais en prenant un autre chemin pour ces enfants-là. Donc après, il y a le fameux passage au collège, hein, qui est toujours un moment, délicat, bon pour tous, mais encore plus pour les enfants qui présentent un TDC. Donc parfois en plus, certains n'ont toujours pas de diagnostic, hein, certains l'ont, mais d'autres pas du tout. Donc l'important, c'est d'informer bien sûr les enseignants, parce que ces jeunes adolescents peuvent avoir des attitudes qui sont facilement interprétées, par exemple comme de la provocation, lorsqu'ils ont cette attitude nonchalante, ce regard fuyant, parce qu'ils ont des années de scolarité difficiles derrière eux. Lorsque les cahiers sont sales, peu soignés, difficiles à lire, bon, on peut avoir le sentiment qu'il y a un manque de respect vis-à-vis de l'enseignant, alors que c'est juste que l'enfant ne peut pas faire mieux. Mais en effet, parfois, il arrive à faire bien, parce que c'est le premier cours de la journée, parce qu'il va mettre toute son énergie dans cette première leçon, et donc on peut avoir tendance à penser, bah, quand il veut, il peut. Il peut certes, mais 10 minutes, pas pendant toute la durée de la journée. Ça nous est arrivé avec le docteur Gras de proposer, ou de voir que ça avait été proposé à des adolescents, de faire un exposé sur leurs troubles, et ça peut être très bénéfique parce que comme ça, ils sont moins considérés comme des privilégiés, parce que, bah, eux, ils ont un ordinateur en classe, pourquoi pas moi, alors que je m'en sers mieux que lui? Enfin, vous voyez, tout ce qui peut évidemment en découler, et donc ça peut être très intéressant. Certains ados ne le souhaitent pas du tout, et évidemment, il faut le respecter, mais par contre, on peut peut-être leur demander s'ils souhaiteraient que la psychologue scolaire, le médecin scolaire le fasse à leur place, vous voyez, pour informer les camarades. Donc ça peut être une piste pour que l'enfant, soit mieux compris par ses pairs.
Utiliser aussi, l'espace numérique de travail pour indiquer bien sûr les devoirs, mais aussi, si possible, pour, donner les cours déjà à ces enfants, à besoins, spécifiques et ce n'est pas forcément, que pour les enfants qui présentent une dyspraxie. On avait aussi, des expériences de parents et d'équipes enseignantes qui avaient réussi à trouver un moyen de pouvoir communiquer par ce biais. Vous voyez? Donc pour expliquer que tel soir, ben, ça n'a pas pu être possible et pourquoi. Enfin, ça permettait en tout cas un travail de collaboration, entre la famille et parfois les personnes qui le prennent en charge à l'extérieur et les enseignants. C'est vrai que l'adolescence, c'est un moment très particulier, hein, je ne vais pas vous l'apprendre, où, bah, le jeune peut avoir beaucoup plus de difficultés à accepter ces aménagements pédagogiques et évidemment la présence, d'une AESH. Donc il faut aussi, pouvoir, contourner cela, parce qu'il le vit comme une stigmatisation, vis-à-vis de ses pairs. Donc dans les matières, littéraires, hein, c'est toujours évidemment les mêmes propositions de fournir des supports écrits, de qualité, éventuellement d'autoriser l'enregistrement pour certains élèves, mais il ne faut pas qu'ils aient des troubles de l'attention associés. Mais l'idée, c'est vraiment d'éviter l'inactivité. Vous voyez? C'est-à-dire si on lui a fourni le support, que pendant ce temps-là, il stabilote les mots importants et cetera, pour pas qu'il soit là les bras croisés, à regarder les autres écrire, hein. Vraiment l'idée, c'est qu'il soit acteur aussi de ses apprentissages. Par exemple, lors des contrôles surprises, il faut se méfier aussi parce que parfois l'enfant a très bien appris sa leçon, mais le fait de devoir très rapidement écrire les réponses en début de cours, ça le met directement en échec. Vous voyez, donc peut-être qu'il passe le contrôle surprise dans les mêmes conditions que les autres, mais aller vérifier ensuite ce qu'il savait vraiment de sa leçon. Utiliser des QCM lui permet d'écrire en style télégraphique, toujours accorder bien sûr du temps supplémentaire. Et puis, s'il a un ordinateur déjà fonctionnel, ce qui peut être le cas à cet âge, utiliser tous les logiciels, qui sont très performants de correcteurs orthographiques, oralisateurs de texte et cetera. Et puis, ce qu'on préconise souvent aux adolescents, c'est qu'ils utilisent plutôt une tablette qu'un ordinateur portable. Une tablette avec un écran, bien sûr, parce que la tablette, elle permet de prendre des photos et donc ils peuvent, de façon autonome, prendre la photo du cahier du copain, ou du tableau, plutôt qu'après aller courir à la photocopieuse avec le cahier du copain, plutôt que d'aller en création, c'est quand même un peu dur. Vous voyez? Donc, voilà, ce sont des petites astuces et en mathématiques, toujours limiter, le nombre d'exercices par feuille, agrandir les supports, accorder du temps supplémentaire. Les fiches outils aussi, beaucoup plus autoriser l'utilisation de la calculatrice et puis sachez que je reparle encore du cartable fantastique, mais les supports ne s'arrêtent pas au primaire et accompagnent le jeune jusqu'au collège et au lycée. Et donc ça, c'est important aussi de le savoir. Donc en géométrie, hein, quand il y a des troubles du geste qui entraînent un manque de précision dans la réalisation des tracés qui sont sales, imprécis, certains sont très aidés par l'utilisation du tamographe, vous savez, cet outil de traçage 4 en 1. D'autres pas du tout. Donc ça vaut le coup en tout cas d'essayer ou de demander à l'AESH de tracer à la demande de l'enfant ou de demander à un élève binôme de le faire. Et s'ils ont en plus des troubles visuospatiaux associés, ils vont avoir beaucoup de mal à analyser visuellement les figures et à bien les interpréter. Donc c'est important qu'ils connaissent, plutôt verbalement les figures géométriques parce que ils peuvent ne pas distinguer un triangle rectangle d'un triangle isocèle, vous voyez? Tandis que s'ils en connaissent les propriétés, ils peuvent l'expliquer. Et puis évidemment l'utilisation de GeoGebra. Donc dans d'autres matières comme la SVT, la physique, la chimie, la technologie, c'est pareil, hein. L'idée, c'est vraiment d'essayer au maximum d'adapter la forme, mais bien sûr pas le fond. Lorsqu'ils ont des troubles gestuels et beaucoup de mal dans la manipulation lors des expérimentations, toujours favoriser ce travail en binôme ou avec l'AESH et toujours faire preuve d'indulgence pour la présentation et la précision. Et lorsqu'ils ont également des troubles visuospatiaux, on peut aussi passer par le système du GPS, vous voyez, où l'enfant va décrire, plutôt, verbalement, le graphe qu'il pense faire plutôt que de les réaliser et ça peut permettre de voir qu'il a tout à fait compris ce qu'il devait faire. Donc en histoire-géographie, de la même façon, hein, on n'y pense pas, mais on utilise énormément de supports visuels, que ce soit les frises chronologiques, les cartes, les images. Donc l'idée, c'est évidemment toujours le même système d'agrandissement, de préférer des légendes en couleur plutôt que des ponts ou des hachures que l'enfant ne va pas forcément distinguer, de déjà préparer les cartes. Enfin, l'idéal, c'est évidemment d'homogénéiser tous ces supports pédagogiques. En art plastique, hein, l'idée, ça peut être par exemple de proposer à l'élève de faire un exposé sur un thème plutôt que de réaliser
une production, ou de valoriser toujours ses idées au résultat, ou d'utiliser tout simplement son ordinateur pour modifier des images. Et en éducation physique et sportive, c'est des enfants qui sont aussi extrêmement défavorisés par rapport à leurs pairs, pas forcément choisis dans les équipes. Donc on peut se dire, bah, c'est lui le capitaine de l'équipe qui choisit, son groupe et proposer éventuellement qu'il soit assistant organisateur ou arbitre. Enfin, vous voyez qu'il a un autre rôle, le valorisant et toujours l'évaluer, non pas par rapport à ce qui est attendu, mais par rapport à sa propre évolution pour que ce soit positif pour lui. Donc, juste une seconde sur le rôle de l'AESH. Moi, je trouve que c'est un rôle qui est particulièrement, difficile, parce qu'il ne s'agit pas de faire à la place de l'adolescent et de l'enfant avant évidemment, mais, et qui ne se repose pas sur l'AESH. Donc son rôle, ça peut être il est essentiel, mais ça peut être de préparer les supports, de lire les consignes, d'encourager la participation orale de l'élève, de prendre parfois les cours en parallèle. Ça marchait bien pour certains ados qui voulaient plus avoir l'AESH à côté d'eux. Donc elle est au fond de la classe, elle prend le cours en parallèle, mais ça permet ensuite à l'adolescent le soir de vérifier la qualité de sa prise en charge à la main ou sur ordinateur et elle peut manipuler, les outils également. Donc là, je vous avais mis des petites illustrations, on voit bien que l'AESH a pris le relais et enfin, je terminerai sur l'importance de tenir compte de l'estime de soi de ces enfants qui est souvent très, très mise à mal par ce parcours scolaire et donc toujours de relever ses efforts, ses progrès avant de parler de ce qui ne va pas, de valoriser ses comportements positifs et sa participation plutôt que la performance en tant que telle, et puis, d'essayer de trouver des situations où il est performant pour le valoriser et toujours l'encourager, le féliciter, pour améliorer cette estime de soi. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Donc moi, je vais reprendre juste, effectivement, après ce que vient de vous dire, madame Promaes sur, les dyspraxies. En particulier, donc, un focus sur le calcul. Au début, moi, je vais vous parler que du nombre et du calcul en primaire, on va dire entre 5 et 8 ans. Alors en même temps, c'est ce qui détermine toute la suite. Donc ça peut rendre compte aussi de difficultés beaucoup plus tardives chez d'autres enfants. Donc, petit focus sur les dyscalculies et donc, je vais commencer pour continuer sur ce que vous a dit, madame Pomaes et par les troubles du calcul, il y en a beaucoup. Regardez ici, il y a un S à dyscalculie, c'est très important ce S, c'est les dyscalculies. Donc je vais commencer par une des dyscalculies, la plus fréquente et qui suit ce que vient de vous dire madame, qui est, la dyscalculie spatiale, c'est-à-dire des enfants qui auraient des troubles, des traitements spatiaux. Comment sont situés les trucs les uns par rapport aux autres et quelles orientations ont les trucs. Ça, ce sont des traitements automatiques que fait le cerveau normalement. Il y a un certain nombre d'enfants dyspraxiques, pas tous, hein, mais certains des enfants dyspraxiques ont aussi des troubles d'organisation visio-spatiale et donc sont en grand risque de développer une dyscalculie qu'on va appeler spatiale. Donc, regardez déjà à gauche. Donc, nombre et espace sont indissolublement liés dans le cerveau. Donc, c'est un truc de fou parce que c'est pas vrai pour l'écriture, c'est pas vrai pour la lecture, mais le nombre, oui, c'est 100% de l'espace. Et en disent les équipes, là j'ai écrit les équipes de Neurospin, en fait c'est les équipes de Stanislas Dehaene dès 1993, hein. C'est juste pour vous dire que ça vient pas de sortir quand même, hein, c'est un vieux truc, mais c'est toujours vrai, ont mis en évidence un lien très étroit entre les représentations des nombres, c'est-à-dire que ce que j'ai entouré là sur l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit et au milieu, c'est le cerveau vu du dessus, hein, les 2 hémisphères. Ce qui est entouré, ce sont les régions du cerveau qui traitent du nombre et celles qui traitent de l'espace. Et vous voyez qu'elles sont très, très proches l'une de l'autre, elles sont même en partie intriquées. Donc tout ce qui va être nombre, numération, numérosité, quantité, et cetera, ça va être très lié au spatial et au visio-spatial. C'est-à-dire quand on bouge ses yeux, quelles informations on envoie au cerveau qui ne traite pas bien les informations spatiales. Donc l'idée, elle est là, ça veut dire par exemple que le calcul mental ressemble à un déplacement spatial, en particulier lorsqu'une personne fait l'addition, par exemple, hein, calcule 18 plus 5, eh bien son attention se déplace, je suis en face de vous, donc vous allez le faire dans l'autre sens, se déplace ça c'est de la gauche vers la droite, c'est-à-dire du 18 vers le 23, les petits nombres étant plutôt pensés dans l'espace gauche pas, et les grands nombres dans l'espace droit. Alors bien sûr, nous n'avons comme comme Emmanuel vous l'a dit tout à l'heure, il y a comme ça beaucoup de choses dont nous n'avons pas réellement conscience et qui se font quand même ou qui ne se font pas justement, voilà le problème. Donc,
Il se trouve que cette capacité qui est innée, hein, qui est génétiquement déterminée, hein, c'est un petit réseau de neurones qui fait de la numérosité, hein. Je vous rassure tout de suite, il n'y a pas que les humains hein, qui ont ce petit réseau de neurones qui fait la numérosité, hein, malheureusement, les pigeons aussi. Bon. Donc, peut-être pas si bien que nous, on va dire ça. Bref. Donc, mais ce qui est très intéressant, c'est que cette capacité, comme toutes nos capacités innées, sont très immatures, et cette capacité va beaucoup évoluer, non seulement avec l'âge, mais avec la scolarisation. C'est-à-dire qu'on va avoir une évolution, en particulier, va se construire dans la tête de façon virtuelle et généralement non consciente. Beaucoup d'entre vous là, sont peut-être en train de découvrir qu'ils ont ça dans la tête, parce que tout le monde l'a dans la tête, mais on n'en sait rien. On construit une ligne sur laquelle on place les différents nombres de façon bien sûr régulière, et on appelle la ligne numérique mentale. Ça veut dire virtuelle, non consciente. Alors, je vous donne un exemple. Là, ça pourrait être la ligne numérique mentale d'un enfant de 4 ans. Alors, vous voyez, il y a quand même un problème là, parce que entre 1 et 2, il n'a pas mis tout à fait la même distance qu'entre 6 et 7. Hein, vous voyez ça tout de suite. Donc, c'est qu'il n'est pas bien au point entre 0 et 10, mais il est tout petit encore, hein. Et tout le monde sait qu'il y a exactement la même distance numérique entre 7 et 8 qu'entre 192 et 193. Vous voyez. Et donc, petit à petit, voilà ce qui se passerait, par exemple, pour un enfant de 6 ans, il aurait une partie linéaire qu'on appelle linéaire, c'est-à-dire qu'il va bien disposer les différents nombres de façon très régulière, par exemple jusqu'à 20 ou 25 ou 30, hein, parce qu'il a 6 ou 7 ans, il est en grande section. Et au contraire, il ne va, à partir de 30, les nombres vont être progressivement de plus en plus serrés, tassés sur la droite. Et la partie, donc à partir de 30, c'est un exemple hein, fictif, hein, j'en sais rien. C'est pas, pensez pas que tous les enfants de 6 ans font ça comme ça, hein, chacun a son. À partir de 30, par exemple, il va tasser de plus en plus les nombres sur sa droite. Et donc, on va dire que cette partie est non linéaire. Ça veut dire que dans la partie linéaire, vous voyez, où les nombres sont bien classés, bien régulièrement, ce sont les nombres qu'il maîtrise bien. Par contre, il en connaît beaucoup plus, mais qu'il maîtrise beaucoup moins bien, pour lesquels il n'a pas une représentation très précise de la quantité que ça représente. Il sait que c'est plus, que c'est beaucoup, c'est par là vers la droite. Hein, voilà. En fait, nous, on fait la même chose, mais pour des nombres beaucoup plus grands, hein. Si je vous parle, je ne sais pas, de la distance Terre-Vénus, peut-être que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la droite, là, des années-lumière, machin. Mais est-ce que vous avez une représentation très précise, sauf ceux d'entre vous qui seront bien sûr de l'astronomie? Donc ça, c'est un premier lien entre le nombre et l'espace, qui est donc lié à ce petit réseau de neurones innés, hein, mais qui grandit, c'est la ligne numérique mentale. Deuxième lien entre le nombre et l'espace, l'activité de comptage ou de dénombrement, qui est une procédure essentiellement, alors cognitive, il faut comprendre ce qu'on fait, bien sûr, intellectuelle, mais pas seulement, c'est une procédure très visuospatiale, là, voilà. Et donc là, on voit, il s'agissait de compter les ronds rouges, et vous voyez des doubles et des triples comptages, le pauvre petit chou, mais aussi des oublis. Donc, c'est Julien qui a donc effectivement un trouble du développement de la coordination ou une dyspraxie avec des troubles visuospatiaux, une dyspraxie mixte, hein, donc. Et vous voyez donc qu'il fait des doubles et des triples comptages, mais des oublis. Donc c'est vrai que si je l'avais autorisé à barrer les ronds rouges, bah, il aurait fait moins de doubles et triples comptages, il aurait fait autant d'oublis. Hein. Bon. Ce qui est très intéressant là-dedans, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de temps en temps, il va trouver le bon nombre de ronds rouges. Si je lui demande de recommencer, hein. S'il fait 3 doubles comptages et 3 oublis, il trouve le bon nombre. Évidemment, il faut que j'évite de dire ah, tu vois, Julien, quand tu fais attention, ou bien il faut que j'évite de dire en cours d'apprentissage. Parce que si je dis en cours d'apprentissage, je vais le faire de plus en plus dénombrer. Et plus il va dénombrer, plus il va détruire la notion d'invariance de nombre. Donc, c'est pas... Donc, ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure plutôt, mais déjà, il faut savoir qu'il a ça. Hein. Sinon, c'est effectivement plutôt de déposer les jetons, ou je ne sais pas, dans par exemple, un gobelet opaque ou je ne sais. Bon. Encore un lien entre le nombre et l'espace, le code chiffre. Le code chiffré, bon. Donc, ce code chiffré, c'est un code 100% spatial. Les chiffres, hein, le code indo-arabe, c'est une numération de position. De position, ça veut dire spatial. Hein. Donc, c'est un système qui est universel. Pourquoi il a été pris partout? Pourquoi tout le monde l'a adopté? Parce que c'est le plus simple et le plus efficace qu'on ait jamais inventé jusqu'à ce jour. Donc, 10 symboles, 0 à 9, et c'est leur arrangement spatial, ce que vous voyez en bas, qui permet d'écrire l'infinité des nombres. Alors, moi, j'aime beaucoup l'illustration qui est à gauche, là, qui effectivement permet de comprendre comment ce système de position permet d'écrire 163 sans écrire 100, 60
étroit parce que si j'écris ce que j'entends, évidemment, ça va pas le faire. Donc, c'est un système positionnel, donc très spatial, donc il peut mettre en grande difficulté un certain nombre d'enfants qui ont ces troubles de traitement spatiaux. D'autre part, ce code chiffré, parce qu'il est visio-spatial, il implique que les routines de pose et de résolution des opérations vont également être spatiales. Alors là, c'est pour vous amuser. Je vous montre les différentes routines de pose et de résolution des opérations dans des tas d'autres pays, juste pour vous montrer que nous, ce qu'on fait, c'est pas universel, hein. D'autres pays font autrement. Évidemment, ils trouvent les mêmes résultats que nous, hein. Alors, je vous le détaille pas parce que d'abord, j'ai pas toujours compris comment font les autres, mais bon, mais ça n'a pas d'importance. Mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est que c'est toujours spatial. Ça, c'est sûr. Ça peut poser des gros, gros problèmes. Je vais vous le montrer aux enfants qui ont des difficultés d'organisation spatiale. Donc, maintenant, je vais vous dire que les dyscalculies, elles ne sont pas toutes spatiales. Donc, malheureusement, il y a 5 types de troubles en mathématiques, en calcul, numération ou numératie, ça dépend. Enfin, il y a des tas de mots très savants. Et 4 sont des troubles 10. Donc, il y en a un qui s'appelle le trouble du sens du nombre, celui qui atteint directement le petit réseau de neurones qui est fait pour faire de la numérosité. Vous savez, ce petit réseau de neurones inné qui fait ce qu'on appelle aussi des représentations analogiques du nombre, hein, puisque on peut le représenter sur la ligne numérique mentale. Deuxièmement, les dyscalculies spatiales qui sont liées essentiellement aux troubles développemental de la coordination avec troubles visuospatiaux. Jusque-là, c'est bon. Et là, maintenant, je vais vous parler de la dyscalculie linguistique, TDLO, trouble du développement de la langage oral. Et je vais vous parler très rapidement aussi des dyscalculies dysattentionnelles ou dysexécutives. Mais je laisserai ensuite la parole, bien sûr, à Jessica. Faites très attention. Il y a un truc là, aspect logique. Qu'est-ce que c'est les aspects logiques dans les maths? C'est les classifications. Là, c'est les exercices de classification, de sériation et d'inclusion. C'est essentiellement de l'intelligence, de raisonnement logique, des choses comme ça. Donc, quand on parle de troubles logico-mathématiques, si l'enfant a des troubles de la logique, eh ben, c'est quand même une petite déficience intellectuelle. Ça s'appelle une déficience intellectuelle légère. Je dis légère parce que sinon on saurait qu'il a avant qu'il fasse des maths. Donc attention à ce qu'on appelle le logico-mathématique. S'il y a des troubles en logique, ce n'est pas une dyscalculie. Les dyscalculies supposent une intelligence normale ou supérieure, why not, hein, voilà. Donc je suis en train de vous dire une chose très importante, c'est qu'il y a 2 types de troubles du calcul, de ceux qui ont un niveau de raisonnement logique un peu faible, troubles logico-mathématiques, et ceux qui ont des troubles 10 quelque chose, et qui, eux, ressortent évidemment de tous les troubles neurodéveloppementaux avec intelligence préservée. Donc là, je vous donne un exemple de trouble du nombre avec un trouble du développement du langage oral. C'est un petit garçon, on va l'appeler Kylian. Alors, vous voyez comment il écrit 15. Moi, c'est ce que j'ai dicté en vers, hein, et lui, c'est ce qu'il écrit là. Vous voyez comment il écrit 15? C'est parce qu'il fait 15. Alors, ça finit par un 4, hein, vous voyez, il faut suivre, hein, déjà là. Il faut être à côté pour voir comment il s'en sort. Et vous voyez qu'en bas, le 84 est aussi écrit 44. Ce qui est intéressant aussi, c'est que moi, je lui fais lire des nombres de 1 à 10. Il écrit très bien. Et puis, j'écris 20. Et là, il réfléchit beaucoup. Puis, il me dit, ah, c'est un 2 et un 0 que tu as écrit. Alors, ça doit être 11. Parce que après le 1 et un 0, c'est-à-dire après le 10, c'est le 11 qui vient. Et vous voyez son erreur, il pense qu'après le 1 et un 0, c'est un 2 et un 0. Vous suivez là, ouais. Mais vous voyez ce qui se passe, c'est que c'est un enfant qui a un problème de langage aussi, comme ça. Mais moi, si je trouve pas le mot verre, je peux dire le mot gobelet, je peux dire le mot tasse, je peux dire donne-moi le truc pour boire, vous voyez. Tandis que pour la numération, on peut pas faire ça. Si je dois dire 15, je peux pas dire 14, c'est faux. Et si je dois dire 16, je peux pas dire 12. Je peux pas faire des périphrases et dire un autre. Là, de la même façon, en ce qui concerne les transcodages, c'est-à-dire passer de l'oral à l'écrit, eh bien quand on a un trouble développemental du langage oral, on a des grosses difficultés. D'abord parce que c'est ce que j'ai entouré, hein. On ne maîtrise pas bien la suite verbale, c'est des mots nombres, hein. Donc pour faire les transcodages, c'est pas facile, hein, c'est même complètement impossible. Vous voyez que c'est compliqué aussi parce que dans les transcodages, quand on passe de l'oral à l'écrit avec la numération, on peut pas écrire ce qu'on entend. Contrairement à ce qu'on vous a dit depuis la grande section de maternelle pour apprendre à lire, bah là, faut l'oublier, c'est juste l'inverse. Parce que sinon, vous voyez, je vous ai écrit 77. Ah bah j'ai écrit ce que j'entends, hein. Je vous ai écrit 125 et 92, mais ça le fait pas, c'est pas une bonne idée. Et puis évidemment, en plus, il y a le nombre de mots où le nombre de syllabes est très différent du nombre de chiffres.
Et tout ça, c'est absolument sans lien avec la taille du nombre. 98, il y a 4 mots, mais il y a que 2 chiffres. Bah voyons. 1000, il y a 4 chiffres, mais c'est qu'un seul mot, alors que c'est beaucoup plus que 98. Vous voyez, bon, enfin bref. Donc il faut absolument pas s'occuper de ce qu'on entend. Il faut uniquement comprendre ce que c'est qu'une numération de position. Et en même temps, il faut maîtriser l'oral, donc c'est vraiment très compliqué. Alors, deuxièmement, maintenant j'en suis au trouble du sens du nombre. Donc là, par exemple, vous voyez ce petit réseau de neurones là qui fait de la numérosité, puis ensuite notre ligne numérique mentale, elle nous permet aussi d'estimer l'ordre de grandeur. C'est quand même très très important hein, quand on parle des nombres et du calcul et des problèmes. Estimer un ordre de grandeur. Là, par exemple, dans cette épreuve, on demande à l'enfant à peu près, tu dirais qu'il y a combien de gobelets à peu près? Et ben là, celui-ci, il me dit Ernest, là, il dit alors j'ai écrit la note similitude égale 13, ça veut dire que c'est un enfant tout à fait intelligent, hein. C'est juste, bon, ne vous inquiétez pas, c'est juste pour vous rassurer. Et donc cet enfant là, il dit: «Oh là là, oh il y en a beaucoup, hein, beaucoup». Je lui dis: «Oui, alors combien? À peu près, dis-moi la grosse louche, ton idée». «Oh, beaucoup. 100 000. C'est vrai que 100 000, c'est beaucoup, hein, c'est vrai. Mais vous voyez ici, dans ce test, la réponse attendue, puisque c'est une estimation, hein, elle est entre 50 et 125. Et là, le même enfant, vous voyez, là, c'est une ligne numérique mentale. Pas mentale du tout, une ligne numérique écrite qui est donc bornée de 0 à 100. Et on lui demande sur cette ligne de placer, hein, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, de placer des nombres. Donc, vous voyez, on lui demande de placer 17. Il réussit, mais moi, je suis là quand il fait le test, je peux vous dire que c'est tout à fait par hasard. Mais enfin bon, et c'est réussi, c'est réussi. Bon. Et regardez où il met le 59 et regardez où il met le 83, il est complètement perdu. Et c'est le même enfant quand je lui dis, il y a un grand match de foot ce soir, la Coupe du Monde, et tu sais, il y a 15 personnes dans le stade. Est-ce que tu trouves que c'est normal, que c'est peu ou que c'est beaucoup? Il n'a absolument aucune idée de, bah, il me dit, je sais pas, ça doit être normal, je suppose. Bon. Mais c'est pareil, si je lui dis que j'ai 8 frigos dans ma cuisine, il trouve ça aussi tout à fait normal. Donc sur le nombre et les fonctions exécutives ou attentionnelles, alors là c'est assez amusant, je vais vous le faire. Je sais 3 fois 5, 15, je pose le 5 et je retiens un. Il met la retenue ici en disant: «Ah non, je m'ai trompé». D'accord, il s'est trompé. Donc, et il la remet ici. Et là il dit 6 et 1, 7. Et 3, 10, je pose le 0 et je retiens un. 5 et 1, 6. Alors, j'en suis là. 7 et 1, la retenue qu'il a barrée tout à l'heure. 7 et 1, 8. 8 fois 5, 40. On va dire qu'il y a comme un problème. Alors, vous voyez que c'est ce qu'on appelle un peu des erreurs de type n'importe quoi. C'est-à-dire que quand même il sait ses tables de multiplication, ce ne sont pas des erreurs spatiales, ce ne sont pas des erreurs mais il introduit en permanence quelque chose qui est une routine, qui est un automatisme, une routine apprise, qui est l'addition. Alors d'abord, il ne sait pas où il met les retenues. Dans d'autres opérations, il les oublie ou il les met n'importe où. Enfin bon, c'est parce que là, c'est un exemple entre autres hein, de ce qu'il fait. Cet enfant est complètement perdu et donc il ne peut pas inhiber cette routine additive qui fait irruption tout le temps, mais dont il ne se rend pas compte. Hein, et il ne se dit pas: «Ah non, je me suis jamais», etc. Alors le même enfant, voilà ce qu'il fait dans une activité non numérique, donc c'est pas propre à la numération. Vous voyez, il est censé là faire un labyrinthe. Et vous voyez qu'il va pas s'en sortir. Il essaye dans tous les sens. Dès qu'il bute quelque part, il revient ailleurs, etc. Enfin, c'est la grosse pagaille. Ça va dans tous les sens. C'est un gros trouble de l'attention. Donc, d'une façon générale, qu'est-ce qui est important au niveau des mathématiques? C'est de relier en permanence, et pas seulement dans les petites classes, pas seulement en grande section, en CP, CE1, en permanence, jusqu'en troisième, ce qu'on appelle la représentation analogique, c'est-à-dire la représentation figurative des nombres, hein, ou des fractions, et des ce que vous voulez. Donc vous voyez, là j'ai marqué les doigts, les 1, ça peut être des cubes, des jetons, les pigbilles, enfin tout ce que vous voulez. Et la ligne numérique mentale qui fait partie de cette représentation figurative de la taille des nombres et de leur position relative. Le relier à la représentation orale, je dis 3, je dis 127, etc. Et à la représentation écrite en chiffres, en nombres arabes, voilà, chiffrés. Et puis, le gros problème, moi, je trouve en mathématiques, enfin en tout, c'est de bien distinguer la difficulté d'un trouble. Qu'est-ce que c'est qu'une difficulté? Parce que beaucoup d'enfants sont en difficulté en trouble. Alors bon, j'ai choisi la méthode de Singapour. Mais, je veux dire, il n'y a pas que Singapour ou rien. Hein, bon. Mais il y a quand même des méthodes qui sont validées. Et puis d'autres, bon, il y a aussi Rémi Brissot et Pigby, hein, je veux dire, voilà, pas de problème. Là, j'ai choisi celle-là. Elle se décline en 3 temps, vous le savez: concret, imagé et abstrait. Plus
l'idée d'un enseignement explicite. Je pense que chacun d'entre vous ici sait très bien les étapes, voilà, les 4 étapes d'un enseignement explicite. Et immédiatement, la mise en résolution de problèmes, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais dans ces méthodes-là, jamais on ne fait de la numération pour de la numération, ni des opérations pour des opérations. On le fait toujours en lien avec un questionnement particulier, c'est-à-dire un problème, hein, voilà. Donc, comment distinguer les difficultés qui sont extrêmement nombreuses des troubles? D'abord, le premier temps, la RAI. RAI, ça veut dire réponse à l'intervention. Donc, en premier niveau, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire une stratégie validée pour tous. Et puis là, on fait des petits tests, hein, régulièrement, des petits quiz pour voir où en sont les enfants. Et on se rend compte, surtout en maths, qu'il y a toujours 15 à 20% de la classe qui n'a pas tout compris. Voilà, qu'on a compris une grande partie, mais pas tout. Et donc, à ce moment-là, on passe au niveau 2 de la RAI pour ce petit groupe-là. Ce sont des enfants qu'on reprend en groupe de besoins, je crois que c'est le terme à la mode, au RAZ ou en APC, pendant 3 4 mois, pas pendant 5 ans d'affilée, bien sûr, hein. Et là, qu'est-ce qu'on leur propose? Ce qu'on appelle le renforcement pédagogique, c'est le niveau 2, plus d'exercices, plus d'entraînement. Enfin, tout le monde fait ça tout le temps, j'imagine. Enfin, comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir, hein. Et plus de temps, et surtout beaucoup plus de liens avec les représentations analogiques, les manipulations et les représentations en images. Et puis là encore, on refait des petits tests, hein, vous le voyez là à gauche, et il y a encore environ 5 à 8% des enfants qui ont progressé, mais pas suffisamment, pas assez vite. Ils ne rejoignent pas les attendus de la classe pour le niveau scolaire, etc. Et donc, on passe au niveau 3. Et le niveau 3, c'est un bilan étalonné de calcul, un bilan psychologique avec les échelles de Wechsler, c'est-à-dire des échelles d'intelligence pour être sûr qu'on n'est pas dans du logico-mathématique. Vous me suivez toujours là? Et un bilan neuropsychologique complet, c'est la condition d'un diagnostic. Ce qui est compliqué, hein, c'est de trouver des professionnels qui connaissent bien les bilans étalonnés en nombre et calcul. Souvent, ça peut être des orthophonistes, mais pas toujours, parce que beaucoup font du logico-mathématique. Ça dépend quand elles ont été formées, c'est plus récemment ou non, et aussi elles ont fait des formations à côté ou pas, etc. Par contre, le bilan neuropsychologique, ça, on peut trouver des neuropsychologues, mais c'est plus compliqué dans la mesure où les bilans neuropsychologiques en ville ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Donc, j'ai fini là. Donc, 4 grands types de dyscalculie. Eh bien, c'est pas juste pour faire plaisir aux médecins qu'il faut faire les diagnostics, hein. Ils calculent mal, mais ça peut être 4 choses différentes. Je vous ai montré le trouble du sens du nombre, hein, là-haut, vous vous rappelez, le petit garçon qui était perdu et qui ne savait pas du tout sur sa ligne analogique où mettre ni à quoi correspondaient les nombres comme taille. Le trouble visuospatial, là, je ne sais pas si vous le voyez, c'est 1,20 multiplie 5, c'est très rigolo. Il fait 5 fois 0 là-bas. 0, le 0 qui est ici. 5 fois 2, 10, c'est le deuxième 0. Et je retiens 1, 5 fois 1, 5 et un 6. Et il met le 6 de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, il calcule le nombre de chiffres pour la virgule du côté de la fenêtre. Il y a 2 chiffres du côté de la fenêtre. C'est tout va bien. Donc, c'est un enfant qui a une dyspraxie, TDC. Et puis, la dysphasie, donc je vous ai montré l'enfant qui avait un TDLO, trouble développemental du langage oral, et l'enfant qui avait un trouble de l'attention ou des fonctions exécutives. Ce qui est intéressant, pourquoi c'est intéressant de faire le diagnostic quand même, de savoir, parce que en fait, c'est ça l'idée, chaque type de dyscalculie, donc je ne peux pas faire ce qu'a fait très très bien Emmanuel, vous donner des vraies pistes de remédiation. Je vous donne juste des grandes pistes, mais il faut vraiment là aller voir dans les bons ouvrages. Les bons ouvrages, ceux qui sont à droite, là, vous reconnaissez quand même ceux de votre grande maison, hein, c'est quand même le Conseil scientifique de l'éducation nationale, ce sont des petits livrets qui sont dédiés aux mathématiques, les uns aux fractions, les autres aux mathématiques en maternelle. Bon, donc ça, c'est chez vous. Je ne saurais trop vous conseiller outils adaptation dans ma classe, que faire dans sa classe pour permettre à ses enfants quand même de faire des apprentissages de qualité. Je vais passer la parole maintenant à Jessica. Bon, il vous reste un petit peu d'attention. C'est pas mal de terminer la présentation avec du TDAH pour les plus résistants. Je me présente déjà, je me suis pas présentée. Vous avez entendu mon nom, mais je suis Jessica Save Pédebos. Je suis neuropsychologue. J'ai travaillé pendant 7 ans à l'hôpital Robert Debré. J'ai été formée par Emmanuel Plomaes qui est là. Voilà. Et ensuite, je suis partie en libéral avec des neuropédiatres pour créer NeuroRivoli, qui est une équipe où on est des neuropsychologues et des neuropédiatres pour des démarches diagnostiques et d'accompagnement. Donc,
Je vous parle aujourd'hui des fonctions exécutives. J'ai eu la chance d'avoir ce projet-là de publier aux éditions Tonne Pouce sur 100 idées pour comprendre et accompagner les enfants qui sont concernés par des troubles exécutifs. En fait, les fonctions exécutives, elles sont fondamentales pour les apprentissages, mais aussi pour l'autonomie au quotidien. Quand Emmanuel vous parlait de la dyspraxie de l'enfant du matin jusqu'au soir qui peut être mis en difficulté, c'est la même chose quand on a des troubles de l'attention et quand on a des troubles des fonctions exécutives, parce que c'est ça qui va nous permettre de construire des automatismes, d'avoir des stratégies pour être efficace dans son quotidien. Et dans tous les apprentissages, on a besoin de nos fonctions exécutives. C'est ce qui va nous permettre de nous organiser, de trier les informations, de faire fonctionner notre mémoire de travail, c'est-à-dire de manipuler plusieurs informations en même temps. Et je vais vous présenter ces différentes fonctions exécutives. En fait, dans ce livre-là, j'ai créé des personnages exécutifs parce que les fonctions exécutives, c'est compliqué quand même. J'ai découvert les fonctions exécutives grâce au docteur Michel Mazot. C'est elle qui m'a montré à quel point dans ses ouvrages, ces fonctions-là, elles étaient fondamentales et que c'était un levier d'intervention très efficace. À partir du moment où on comprend quelle est la fonction exécutive concernée, on met en place des outils très concrets. Sauf qu'il y en a beaucoup des fonctions exécutives. Et pour expliquer à l'enfant comment ils fonctionnent, c'est intéressant de pouvoir utiliser ces personnages-là que je vais vous présenter pour se rendre compte que, en fait, c'est pas moi qui suis nul, c'est parfois cette fonction exécutive-là qui a besoin d'être soutenue. Donc, ça permet de regarder ces différentes fonctions exécutives de l'extérieur, de comprendre comment on fonctionne et aussi de s'accepter davantage, quoi, hein. Donc, si on va sur la partie définition, les fonctions exécutives de manière générale, c'est notre chef d'orchestre. C'est celui qui va nous permettre de réguler, de gérer nos pensées, nos émotions, notre comportement pour atteindre un objectif, un but. Donc ce chef d'orchestre, il va coordonner des fonctions différentes qui sont importantes pour nous aider à organiser, planifier et surtout s'adapter. Nos fonctions exécutives, elles nous permettent d'être souples pour que s'il y a un changement, on soit en capacité de développer des stratégies de résolution de problèmes. Donc ça, c'est vraiment la définition de ce que c'est. Et je vous donne un petit exemple du rôle des fonctions exécutives dans les apprentissages. En fait, nos fonctions exécutives, elles nous permettent, comme on disait en conduite tout à l'heure, c'est ce qui rend automatique un apprentissage et qui nous permet ensuite de dégager de l'énergie pour des choses nouvelles. Donc elles ont un rôle essentiel pour l'autonomie, l'automatisation de tous les apprentissages, gestuels mais scolaires aussi, et aussi ce qui nous permet de restituer efficacement nos connaissances. Et c'est pour ça qu'un enfant qui a un TDAH, un enfant qui peut avoir un syndrome dysexécutif, il peut être extrêmement intelligent, avoir toutes les connaissances dans sa mémoire, mais avoir du mal à les restituer efficacement. Donc, petit exemple, faire ses devoirs de manière autonome, qu'est-ce que ça va solliciter comme fonction exécutive? Ça va demander de démarrer par soi-même. Ça, c'est vraiment notre initiation, de pouvoir démarrer. Ça demande de planifier son exécution. Par quoi je commence? Qu'est-ce qui est le plus important? En fonction de quel contrôle qui arrive demain, dans une semaine? De gérer le temps. Combien de temps ça va me prendre? Combien de temps il me reste pour rendre mon devoir, par exemple? Gérer le matériel aussi. Donc là, déjà, rien qu'avec ça, vous voyez, la batterie, elle peut être rapidement vide et on peut être vite, vite désorganisé. C'est ce qui nous permet aussi d'instaurer, d'automatiser des bonnes stratégies de mémorisation, nos fonctions exécutives. Et c'est ce qui va nous aider à faire preuve de flexibilité, je vais vous en parler juste après, d'être souple dans notre façon de penser les choses, de rester focalisé sur l'objectif, ce qui est un énorme défi chez un enfant qui a un TDAH, vous le voyez bien dans vos situations de classe, hein. Même s'il le veut, c'est plus fort que lui. Au bout d'un moment, son focus attentionnel va glisser vers autre chose. C'est pas contre vous, c'est vraiment son cerveau qui va sauter sur des informations qui vont l'éloigner de ce qu'il est en train de faire. Résister à des distractions à l'intérieur de soi, de penser à plein d'autres choses qui m'intéressent davantage et les distractions externes, genre la mouche qui est en train de tourner depuis tout à l'heure. C'est ce qui nous permet l'inhibition de freiner ça, hein, et de ne pas être débordé par les émotions. En fait, la régulation émotionnelle, elle tombe aussi sous le champ, sous le contrôle des fonctions exécutives. Donc, vous voyez toutes ces fonctions, à quel point elles sont fondamentales dans tous les apprentissages, mais aussi dans la gestion du comportement. Et si je vous donne cet exemple-là de la flexibilité, je vous avoue, c'est mon personnage préféré, je l'aime beaucoup. Euh, la gymnaste.
Notre gymnaste, c'est notre capacité à être flexible, à être souple, à dépasser des obstacles en faisant un grand écart. Et en fait, notre flexibilité, on en a besoin énormément dans les apprentissages. Je vous donne des petits exemples. Dans toutes les matières, on a besoin de flexibilité et aussi dans notre vie sociale pour être souple, adaptable avec les copains. Enfin, on en a besoin pour plein de choses. Mais là, sur les apprentissages. En mathématiques, exemple typique d'un enfant qui manque de flexibilité, 3 exercices. Premier exercice, je fais une addition. Deuxième exercice, c'est encore une addition. Troisième exercice, en fait, on ne l'avait pas dit de manière explicite, mais c'est une soustraction. Bah bingo, je repars sur une addition. J'ai manqué de souplesse parce que j'ai pas pris en compte le fait qu'il fallait que je parte sur une autre piste, que j'active un plan B. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir des manifestations, ce qu'on appelle de persévération. Il va persévérer sur une stratégie qui marche plus, mais c'est ce qui va créer aussi de l'anxiété. Je suis à la maison, je fais tranquillement mes exercices, j'y arrive, je maîtrise, et le lendemain, au moment du contrôle, bah, je reconnais pas du tout ce que j'ai bossé la veille, c'est pas la même chose. Bah si, en fait, c'est la même chose, mais c'est pas présenté de la même manière. Tout s'arrête, ça bloque. Donc quand notre gymnaste, elle est crispée, stressée, elle est moins souple, elle est moins capable de s'adapter, de créer un plan B. Donc si vous avez des élèves qui sont en blocage émotionnel, stratégique, c'est peut-être ça qui est un peu en sous-jacent. Ok. Mais en lecture aussi, on a besoin de notre gymnaste. Est-ce que vous voyez qu'elle a des chapeaux? À quoi ça pourrait lui servir qu'elle ait des chapeaux, cette gymnaste? Ouais, on a chacun notre chapeau à nous. Mais parfois, comprendre une histoire, comprendre les intentions de quelqu'un d'autre et comprendre une consigne, c'est mettre le chapeau de la maîtresse. C'est-à-dire, j'enlève mon chapeau pour essayer de me mettre à la place de l'autre, changer de perspective pour comprendre ce qui est attendu de moi. Et c'est pour ça que les enfants qui ont soit un trouble du spectre de l'autisme, qui sont aussi très concernés par ça, soit qui a un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, parfois sont piégés par ça. Ils ont du mal à changer de perspective. Donc ça peut aussi impacter la lecture quand il faut on parle d'un coup de ce personnage-là, le chapitre d'après un autre, et comprendre les intentions d'un auteur, ça demande de changer de chapeau. Mais ça peut vous aider aussi en intervention, de dire, t'as pas compris la consigne, mais tu me connais bien, essaye de mettre mon chapeau en tant que maîtresse. À ton avis, qu'est-ce que je suis en train de te demander là? Quand on le fait de manière explicite, parfois les enfants sont capables de le faire. De dire, enlève ton chapeau, mets le mien, mets-toi à ma place. Ah ben en fait, ça te donne des nouvelles pistes. Donc notre flexibilité nous permet de nous adapter au changement, de changer de perspective. C'est aussi ce qui nous permet de trouver des nouvelles idées. Parce que si on n'est que bloqué dans son petit chapeau personnel, on ne va pas créer des nouvelles choses. Vous voyez, donc entraîner la flexibilité, c'est aussi dire j'envisage par le biais des jeux de rôle aussi. Les jeux de rôle nous permettent aussi de sortir de moments de conflit quand on n'arrive plus à comprendre la perspective de l'autre. Et dans les langues étrangères, évidemment aussi, on change de système phonologique, on change de manière d'exprimer dans une autre langue, ça demande énormément de flexibilité. Donc vous voyez sur une fonction exé, déjà à quel point ça impacte toutes les matières. Alors, le TDAH, en vrai, très mauvais nom. Trouble du déficit de l'attention. Quand on dit ça en consultation aux familles, c'est important de leur dire, c'est pas que votre enfant il n'a pas d'attention, c'est qu'il n'arrive pas à la réguler. C'est toute la différence. C'est qu'en gros, il va avoir du mal à la placer efficacement et à la déplacer tout aussi efficacement. Donc, un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, c'est vraiment pas un problème de ressources cognitives, c'est un problème d'accès à la ressource. On va avoir 3 présentations cliniques différentes d'après le DSM-5, qui est en gros notre grand manuel de tous les diagnostics réunis pour qu'on puisse tous parler le même langage. Maintenant, ça a changé, ça change souvent. Maintenant, on dit TDAH de forme inattentive pour avant ce qu'on appelait le TDA, c'est-à-dire un enfant qui est au premier plan inattentif. Un enfant qui a du mal à rester concentré, qui va avoir des oublis fréquents. C'est pourquoi je lui demande des fois de choisir dans mes petites images de symptômes, dans quoi tu te reconnais? La passoire, ma mémoire, c'est une passoire. Et là, c'est important de leur expliquer, c'est pas tout à fait vrai. En vrai, tu as plusieurs systèmes de mémoire dans ton cerveau. Sans doute que ta mémoire bibliothèque,
qui est plus à l'arrière du cerveau. Tu as plein de connaissances là-dedans. Mais ta mémoire de travail, celle qui te permet aussi d'être organisé, c'est vrai qu'il y a des moments, il y a des trous. Parce que quand tu es fatigué, tu es moins efficace dans ta mémoire de travail. Donc, dans la forme inattentive, on retrouve justement ces symptômes-là. Hein, le problème d'avoir une écoute qui est variable, des oublis et être très distrait tout en étant possiblement très sage. Donc, c'est des enfants plus durs à détecter en situation scolaire, bien sûr. Ils peuvent se faire totalement oublier alors que le retentissement exécutif va être très important. Celui qu'on voit un peu plus, c'est l'enfant hyperactif. L'enfant hyperactif, c'est la partie visible de l'iceberg. C'est son problème de gestion du comportement. Sauf qu'en dessous, il va aussi y avoir les problèmes attentionnels. Il peut y avoir la forme uniquement hyperactive, c'est beaucoup plus rare. Généralement, on est plutôt sur des formes mixtes, où il y a à la fois de l'inattention, plus de l'hyperactivité, de l'impulsivité. Ça, c'est le DSM-5, c'est-à-dire c'est les critères diagnostiques officiels qui nous permettent de parler du TDAH. Mais en regardant ça, ça ne nous donne pas énormément de pistes en fait. Ça nous permet déjà de comprendre ce qui se passe, d'expliquer aux parents. C'est un diagnostic qui est posé par un médecin. Nous, en tant que neuropsychologue, on apporte des informations, mais c'est le médecin qui confirme ce diagnostic clinique. Mais déjà de pouvoir expliquer que tu as aussi une part toupie, une part moulin à parole, enfin, de mettre des mots sur ce qui se passe. Parce que le diagnostic, il n'enferme pas. Le diagnostic, il explique des choses que de toute façon, on expliquerait par des étiquettes négatives. Le nombre d'enfants qui vient en consultation en disant, mais de toute façon, on dit que je suis feignant, on dit que je fais pas d'efforts, on dit que je suis pas là, je suis dans ma bulle. Non, c'est ça qui explique. Donc, il vaut mieux tant qu'à faire une étiquette qui soulage plutôt que des étiquettes qui stigmatisent. Mais d'avoir ce lien des fonctions exécutives, c'est ça qui va nous donner des pistes d'intervention, parce que les critères diagnostiques, ils ne sont pas là pour ça, mais ils ne vont pas nous donner beaucoup de pistes. Alors que les fonctions exécutives, si. Un enfant qui a un TDAH, il a surtout au premier plan, des difficultés sur le plan de l'inhibition. C'est-à-dire qu'il va avoir du mal en termes de contrôle de l'impulsivité. C'est l'enfant qui parle sans qu'on lui demande d'intervenir, qui va couper la parole, qui va avoir du mal à justement réguler son comportement, qui va agir sans réfléchir. Ça, c'est à cause d'un problème d'inhibition. La flexibilité, je vous en ai parlé rapidement tout à l'heure. Chez l'enfant TDAH, c'est ça qui va faire qu'il va avoir du mal à passer d'une chose à une autre. Parce que ça implique qu'il se désengage pour se réengager ailleurs. Donc du coup, ça, c'est compliqué pour un enfant TDAH. La mémoire de travail, ce qui nous permet de manipuler et de retenir des informations. On va essayer aussi de mettre en place des aides pour soulager ça et je vais vous en proposer quelques-unes. Et la régulation émotionnelle, ça fait partie des troubles exécutifs rencontrés dans le TDAH. C'est pour ça qu'ils ont des émotions fortes. C'est pour ça qu'ils ont du mal à réguler. Quand il y a une émotion, ça vient stopper leur attention. Et la procrastination qui apparaît quand on grandit, ça fait partie du diagnostic. C'est très important de pouvoir leur dire, si le soir tu te motives pas à faire les devoirs, c'est parce que ton cerveau a un fonctionnement différent. Il a déjà développé tellement d'énergie toute la journée que là, de se remettre au travail, il a juste envie d'aller dans l'autre sens. Et c'est normal. Donc, on va surtout valider, expliquer. Mais d'avoir cette lecture des fonctions exécutives, ça va donner vraiment la possibilité d'enseigner à l'enfant des stratégies d'autorégulation. J'apprends à me connaître et de voir qu'est-ce qui va m'aider à gérer justement ces temps d'attention beaucoup plus facilement. Et vous, en tant qu'enseignant, c'est en structurant les demandes, les consignes, en structurant ce que vous allez proposer en termes de timing, c'est ça aussi qui va être très aidant pour un enfant qui a un TDAH. Plus vous allez le soutenir dans ses fonctions exécutives, plus lui il va construire de bonnes stratégies. Et surtout, je vous encourage dans le TDAH, le message principal, on ne va pas punir ou moraliser, on va renforcer les comportements attendus. On prête attention à ce qu'on veut voir davantage. Donc quand il vous présente en situation scolaire un petit mieux sur le comportement ou l'attention, on lui signale, même si c'est tout petit, on attire son attention sur ce qui marche, au lieu de lui répéter constamment que ce qui ne va pas. Son estime de lui, forcément, est très, très touchée. On va évoquer 3 versants de la dysrégulation. Comme je vous le disais, le TDAH, c'est pas je n'ai pas de capacité d'attention, c'est que j'ai du mal à réguler, à gérer cette dose d'attention. Donc, on va parler comportement après, émotion, mais surtout sur le côté dysrégulation attentionnelle.
Là, je vais vous présenter 4 fonctions exécutives qui ont un rôle fondamental sur notre capacité à nous concentrer. Première fonction exé, l'initiation ou l'activation. Le personnage que j'utilise avec les enfants que j'accompagne, c'est l'athlète au départ. C'est celui qui est prêt à démarrer, à s'engager, à se mettre en route. Cette phase-là, elle est essentielle parce que si jamais on a un enfant qui a un TDAH, il peut être vraiment concerné par ce problème de procrastination et juste d'être prêt à la ligne de départ. Donc ça permet aux enfants de se dire, c'est normal si ce moment-là, il est challengeant pour toi. Ton cerveau a un fonctionnement atypique, donc je le sais qu'on va avoir besoin de bosser tous les deux pour créer des stratégies, pour détourner le fait que ton cerveau, lui, veut éviter ça de démarrer. Et pour ça, pour savoir comment démarrer, il faut déjà savoir ce que tu vises. Donc, aidez-le à annoncer clairement sa mission, c'est-à-dire à établir une intention. Une intention, c'est vraiment ce qui nous permet de dire, ma coupe, ce que je vise dans ma tête, c'est ça précisément. Si on ne sait même pas où on va, si on ne sait même pas l'objectif final, comment démarrer? Comment trouver cette motivation? Et justement, l'idée, c'est de désacraliser la motivation. En fait, les élèves ont des croyances, et les adultes aussi. J'ai beaucoup entendu des élèves TDAH dire: «J'attends d'être motivé pour faire les choses». Ah bah ça, on peut attendre longtemps, hein. En vrai, la motivation, elle vient en faisant. Démarre, active ton corps et après, il va se passer quelque chose. Et le but du jeu, c'est vraiment de faire comprendre aux jeunes que peut-être, déjà, dans sa procrastination, avant de se mettre au devoir, il faut peut-être déjà qu'il mette en route son corps par une sensation, par une musique particulière. Et si déjà le corps s'active, il va se passer quelque chose derrière. Il y a un truc qui avait bien marché, je me souviens d'un ado qui avait déjà passé toute sa journée en cours, qui avait plus beaucoup de batterie d'énergie, qui avait évidemment pas envie de se mettre au devoir le soir. Il fait un petit sas de décompression, il prend son goûter, tout ça, et après il se mettait dans son lit pour faire les devoirs. On a tous envie de faire ça, c'est vrai, hein, mais son cerveau, qu'est-ce qui se passe? Son cerveau, lui, il se met en mode dodo ou en mode repos. Alors qu'en vrai, de remettre les baskets, c'est étrange, hein, ça nous met dans un mindset différent. Je remets mes baskets ou je remets un accessoire d'extérieur, et ben en fait, je me mets dans une position psychique différente pour démarrer. Donc si je travaille en étant dans mon dodo, déjà le risque de glisser, il va être beaucoup plus rapide, hein. Donc on construit avec lui des stratégies pour démarrer. On peut l'encourager à créer des playlists de motivation. Mais c'est très personnel, chacun a ses musiques préférées, mais ça peut créer vraiment un déclenchement automatique. L'idée, c'est de soulager la prise de décision. Pour toi, c'est cette musique-là qui t'active, c'est parti. On lance déjà la musique. Ça peut même être, il y a plein d'ados qui, quand ils sont fatigués en rentrant le soir, vont avoir l'impression qu'ils ont besoin de ne rien faire pour se reposer. Eh ben non, il y en a qui ont besoin de faire du sport pour se reposer. C'est bizarre, hein? Ils ont besoin d'activer le corps pour soulager un trop-plein d'énergie. Et parfois, de faire 5 minutes du sport avant les devoirs, ben en fait, ça les aide énormément. Donc, tout ça, c'est à personnaliser avec le jeune que vous accompagnez, avec les parents que vous pouvez conseiller, et de dédramatiser le moment du départ sur, moi je leur dis, là j'ai mis le plus petit pas possible. Moi en vrai, je leur dis, c'est quoi le premier petit pas tout nul? Vraiment le truc tout nul que tu peux faire juste pour démarrer. Parce qu'en fait, ils ont tellement peur de ce premier pas qui semble être une montagne qu'on va en faire un truc tout à fait gérable. Je sors un cahier, je marque la date, le truc vraiment qui te semble tout à fait gérable. Et en fait, quand on a lancé la machine, bah souvent ça va mieux. Mais ce moment du démarrage dans le TDAH, il est terrible, terrible. L'inhibition, le focus. Donc, on a créé ce petit personnage-là, j'ai aucun mérite, c'est ma fille qui l'a créé. Parce que le programme Atoll m'a moi énormément aidé. On dit au CP à un enfant, concentre-toi, concentre-toi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est hyper abstrait en fait. C'est quoi se concentrer? C'est pas bouger, c'est pas parler, mais on me dit pas explicitement ce que c'est. Alors qu'en fait, un chat qui vise sa proie, qu'est-ce qu'il fait? Il rassemble ses sens pour essayer de mettre son énergie sur une cible en particulier. Donc, on s'inspire du chat qui nous permet d'être efficace pour viser une cible en particulier. Donc, on essaye de limiter les distractions et on permet à l'enfant de verbaliser c'est quoi ma cible. Et on enclenche possiblement un minuteur pour que ce soit plus efficace. La mémoire de travail, je l'illustre par la pieuvre qui a plein de bras et on va mettre plein d'informations
une information sur chaque bras. Et un enfant qui a un TDAH ou un enfant en fin de journée qui doit faire les devoirs, bah, ses bras, ils sont un peu fatigués. Il va avoir du mal à gérer plein d'informations en même temps. Donc, on va lui donner l'idée que tu dois solliciter toutes tes mémoires différentes. Tu peux utiliser du visuel, tu peux bouger, tu peux utiliser des post-it. Dès que tu vas créer du visuel, des choses qui vont s'imprimer dans ta tête, tu vas soulager ta mémoire de travail et on va essayer de regrouper les informations par paquet, par exemple, qui a un sens logique autour de tout ça. Ok. La planification, ça c'est un personnage qui existait déjà. C'est Gagné qui avait créé dans Reflecto notamment cette idée-là que l'architecte, c'est celui qui nous permet de construire des étapes. C'est celui qui nous aide à organiser le temps, organiser le matériel. Donc l'architecte, quand on a un TDAH, ça peut être très compliqué. Ranger la chambre, gérer le matériel, mais aussi construire l'organisation pendant les devoirs. Comme je disais tout à l'heure, par quoi je commence, c'est aussi d'être capable de se dire, j'ai une série d'étapes à suivre. Donc ça, on va apporter des aides externes. Au début, ça peut être les parents, mais ça peut être plein de stratégies pour aider l'enfant à automatiser des techniques pour se soulager. Et surtout, si on voit qu'un enfant bloque, on donne la première étape et on peut utiliser des routines. Chez le petit, ça peut être aussi de créer des routines de travail pour être en mode pilote automatique, pour moins avoir besoin de reconstruire ces étapes tout le temps. Donc là, je vous ai parlé de 4 processus attentionnels. Là, on va parler plutôt du comportement. C'est un peu ce que vous voyez dans les situations de classe ou ce que vous voyez en récré. Pourquoi ça peut poser problème? Un enfant qui a un TDAH, qu'est-ce qu'on va voir? C'est quoi la partie visible de l'iceberg? Il y a de l'impulsivité, il y a des réactions excessives. Il y a parfois un top, trouble de l'opposition avec provocation, comorbidité extrêmement fréquente du TDAH. Dans 30 à 50%, on a des troubles de l'opposition. C'est très souvent relié. Donc, 2 piliers de ces comportements-là, c'est les troubles de l'inhibition et les troubles sur le plan de la flexibilité. Il y a l'inhibition focus, mais il y a l'inhibition monsieur stop. Vous avez sûrement entendu déjà cette métaphore-là. Sur le plan du comportement, le monsieur stop, c'est celui qui nous permet de ne pas agir en mode impulsif. C'est celui qui nous permet de justement pas dire tout ce qu'on pense. L'enfant TDAH, il n'y a pas ce filtre-là qui va se faire. Ça arrive et on ne va pas évaluer les conséquences. Donc c'est ça qui est très compliqué, c'est que lui, même s'il a conscience de la règle sociale, et c'est ça la différence avec le trouble du spectre de l'autisme, où dans l'autisme, il y a un problème de compréhension de la règle, là, l'enfant TDAH, il a la règle, il a la connaissance, mais il a du mal à l'appliquer parce qu'il manque de frein. Donc le but du jeu, c'est vraiment de l'entraîner à différer même de quelques secondes pour faire que on crée ce laps de temps pour l'aider à évaluer les conséquences que ça aura. Donc, on peut utiliser de la guidance visuelle, avoir justement ce monsieur stop sur la table, de pouvoir l'aider à s'entraîner, à différer un peu ses réactions comme ça impulsives. C'est aussi par le biais des jeux. Les jeux de société, c'est une occasion d'entraîner son monsieur stop. Le deuxième pilier de la régulation comportementale, c'est la flexibilité. Sans aller dans le détail, c'est quand même important pour vous, sur le plan du comportement, de comprendre qu'un enfant TDAH qui manque de flexibilité, il est rigide. Donc, il a des réactions rigides. Si ce n'est pas ce que lui attend dans sa tête, il peut avoir des explosions de comportement et c'est plus fort que lui. Ce n'est pas un défi, ce n'est pas volontaire ce qu'il va faire, mais il va avoir du mal à s'adapter et ça va créer de l'anxiété. Parce que si ça change, si c'était pas le plan A, il va falloir réajuster tout ça et ça lui demande énormément d'énergie. Donc si on a conscience de ça, on l'aide à gérer les transitions, on anticipe les changements, on le prévient du planning du jour et on peut même utiliser des scénarios sociaux. Dans une situation précise de jeu avec les camarades, tu peux faire preuve de flexibilité. Si jamais il te pique son jeu, on peut avoir une roue, par exemple, de résolution des problèmes sociaux et tu peux piocher une autre réaction. Mais ça, pour ça, il faut lui apporter du matériel pour réfléchir à d'autres options que la première qui me vient. Donc ça, on valide quand il y a de la frustration face à l'imprévu et face au changement. La dysrégulation émotionnelle, c'est la partie aussi non visible de l'iceberg. En fait, gérer ses émotions, ça va être fondamental dans le TDAH. Et comme je vous disais tout à l'heure, vu qu'il y a des difficultés dans la capacité à gérer cette intensité émotionnelle, parfois, en fait, l'émotion, elle prend toute la place.
Je vous donne un exemple, vous êtes phobique d'une araignée. Vous voyez une mygale qui passe, même si vous êtes tenté de vous concentrer sur quelque chose, toute votre attention, elle va être piégée par ça. C'est normal, c'est adaptatif. C'est votre cerveau qui traite l'émotion parce que l'émotion, elle nous donne un message. Bah, c'est la même chose chez un enfant qui a un TDAH. L'émotion, elle va venir interférer dans l'attention et elle peut bloquer les fonctions exécutives. Et si vraiment il y avait un message que je voulais que vous reteniez, c'est ça, c'est que en fait, un enfant qui a un TDAH, il a une fenêtre de disponibilité qui est très étroite, qui est très petite. Il va passer extrêmement vite de l'ennui à la surcharge. Ennui, c'est, par exemple, vous donnez une tâche qui est redondante à un enfant. Si ça ne le stimule pas assez, lui, il va aller chercher la stimulation ailleurs. Donc, il va aller taquiner les copains, il va bavarder, il va se disperser. Il sort de sa fenêtre attentionnelle de disponibilité. Et à l'inverse, très vite, vous lui demandez une tâche trop complexe, il est submergé, il est dépassé, et là, il peut râler, devenir plus opposant parce que c'est trop pour lui. Donc, cette fenêtre de disponibilité, cette tolérance et cette capacité à être plus calme, plus disponible, dans le TDAH, elle est très réduite et elle joue aussi beaucoup sur la motivation. Ok. Et la dernière chose que je veux vous transmettre, c'est que on entend beaucoup trop souvent dire que dans le TDAH, ce qu'on veut proposer en première intention, c'est de la méditation de pleine conscience ou de la relaxation. Waouh, c'est quand soi-même on est hyperactif. Le premier truc, aller proposer à un enfant hyperactif de faire de la méditation de pleine conscience, vous serez bien reçu. Lui, il a un système nerveux qui est suractivé. Il a trop d'énergie dans son corps. Il n'a pas besoin de faire de la méditation. Il a besoin de sortir cette énergie. Donc de prendre conscience que son système nerveux a besoin de se décharger avant de redevenir disponible. Ça, c'est respecter la neurodiversité. C'est de dire, je vois dans ton système nerveux que là, c'est trop pour toi, que tu as trop d'énergie. Tu peux, des choses simplissimes, pousser le mur. Tu peux faire ce qu'on appelle du shaking. C'est-à-dire, tu peux, comme si tu avais de l'eau sur les mains, tu sors cette énergie-là. Et c'est en accompagnant ça qu'après, peu à peu, on va l'aider à accepter ce qui se passe, à se comprendre et ensuite à pouvoir revenir un peu plus dans le moment présent. Et donc pour terminer, moi je vous encourage vraiment à être en mode détective. Ce qui se passe dans vos classes, c'est essentiel. Il faut vraiment que vous puissiez vous appuyer sur vos observations. En fait, ce que vous observez en classe, c'est le handicap, c'est-à-dire c'est la conséquence des troubles du neurodéveloppement ou des troubles des apprentissages. Et ce qu'on vous demande, c'est pas cette phase diagnostique. Justement, les bilans vont être là pour éclaircir et permettre d'adapter les choses. Comme on disait tout à l'heure, une dysgraphie d'origine plus dyspraxique va demander des aménagements, par exemple, de type ordinateur, alors qu'une dysgraphie de type TDAH va demander possiblement un soutien médicamenteux, des aides sur le plan de l'attention. Donc, on ne vous demande pas la démarche diagnostique, mais on vous demande d'observer concrètement le retentissement que ça a. Et ça, rien que ça, c'est déjà extrêmement précieux. Merci à vous.